Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour un nouveau débat des contrepoints de la santé avec Pascal Morel et Renaud Degas. La santé publique n'a jamais paru aussi importante. Avec la pandémie Covid, les Français ont bien pris conscience de son rôle clé. Mais les enjeux de santé publique sont beaucoup plus larges. Transition démographique avec le vieillissement de la population et l'explosion des maladies chroniques, changement climatique, mondialisation des échanges et nouvelles épidémies, prévention, dépistage, etc., etc. L'État joue bien évidemment un rôle clé en santé publique, mais quelle est clairement sa vision ? Quels sont les grands défis et les réponses apportées ? Sont-elles à la hauteur des enjeux ? Quelles sont les relations en matière de santé publique entre l'État et les Français et aussi avec les professionnels de santé ? C'est ce que nous verrons avec le directeur général de la santé au ministère de la Santé, le patron de la santé publique en France, Grégory Emery. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous venez justement de rendre public votre projet stratégique 2024-2026. Vous avez 41 ans. Vous êtes jeune, donc on va dire. Bravo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes DGS depuis près d'1 an et demi. Vous avez succédé à Jérôme Salomon, que les Français ont bien connu pendant l'épidémie Covid. Vous étiez son directeur général adjoint. Vous êtes médecin spécialisé en santé publique. Vous avez été à l'AP-HP, à la Haute Autorité de Santé, à la DGOS, puis au cabinet d'Agnès Buzyn et d'Olivier Véran, et ensuite au cabinet du Premier ministre Édouard Philippe. Cette émission est enregistrée lundi 10 février dans la matinée à Paris, à la Villa M. Merci à nos partenaires, Groupe Pasteur Mutualité, Point Vision et CARE et Viavox. Pascal, première question. Oui, nous allons parler, merci d'abord d'être avec nous, nous sommes heureux de vous retrouver. Nous allons donc parler effectivement du rôle de l'État dans la santé publique, ce qui est, comme le dit Philippe, tout à fait capital, en se demandant d'abord si les prérogatives de l'État ont changé, doivent-elles d'ailleurs changer, doivent-elles évoluer, en se disant que vous exercez également, c'est très courant de le dire, le poste le plus exposé de la République française. Est-ce que c'est vrai ça d'abord ? Bonjour à tous, merci de cette invitation. Non, je pense que tous les postes de la République sont exposés. Comme on est lundi matin, je remercie toutes celles et tous ceux qui servent l'État, quel que soit leur poste. Mais c'est exposé quel que soit le niveau, je pense. Vous savez que pour celles et ceux qui nous regardent, c'est que nous faisons cette émission ce matin au moment du sommet de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas rien, hein, c'est Paris qui reçoit la capitale de l'intelligence artificielle. Et on s'imagine effectivement que l'intelligence artificielle, on pourrait peut-être aussi commencer par ça, joue un rôle important dans la santé, notamment dans la santé publique ou la prévention. C'est votre sentiment ? Clairement, dans les grandes transitions auxquelles on doit faire face aujourd'hui, on a la transition numérique. L'intelligence artificielle, elle va nous permettre, je pense, d'avancer sur 3 champs très différents. Le premier qui va être comment on accompagne mieux les professionnels de santé, comment on leur permet de gagner du temps, comment on leur permet d'améliorer, par exemple, des dépistages. Deuxièmement, comment on accompagne mieux le citoyen, la personne malade, dans l'information qu'elle peut avoir, en ayant des informations plus ciblées, en ayant des informations plus personnalisées. Et enfin, comment elle accompagne l'État dans toutes ses dimensions. Alors, je crois que le président de la République, hier soir, dans son intervention télévisuelle, a annoncé effectivement qu'on déploierait dans la manière dont l'État travaille de l'intelligence artificielle. Alors, ça peut être très simple, hein. Nous avons de l'intelligence artificielle aujourd'hui pour nos mails, pour la réponse à certaines questions écrites, pour la réponse à certains amendements. Alors, ça ne remplace pas les humains. Et on a aussi de l'intelligence artificielle dans la manière dont demain, on peut typiquement sur l'ensemble des aides sociales apporter des réponses encore plus ciblées. Donc c'est vraiment du quotidien et c'est une chance qu'effectivement ce sommet se tienne à l'heure où on enregistre cette émission. Il a annoncé beaucoup d'argent, je ne sais pas s'ils iront dans la santé. Non, on a un peu l'impression que dans ce que sera le sommet de l'intelligence artificielle, la santé est un des éléments, et évidemment pas central dans le sommet actuel. Le président de la République, hier soir, a insisté sur, et il a ouvert le journal télévisuel sur 2 innovations. Une innovation qui a été présentée la semaine dernière à Gustave Roussy pour améliorer le dépistage. Et il a parlé également des jumeaux numériques. Hein. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas ce que sont les jumeaux numériques, c'est ce qui permettra demain de modéliser l'effet d'un médicament sur une personne sans forcément avoir besoin de l'injecter à cette personne. Non, la santé est très présente pour peut-être 2 raisons. Premièrement, on a une chance en France d'avoir
énormément de professionnels qui sortent de nos grandes écoles d'ingénieurs, de mathématiques, de médecine également, et donc on a parmi les meilleurs professionnels au monde sur ces sujets-là. Le deuxième, c'est qu'on a énormément de données en France, on a une culture de la donnée, alors qu'on peut bien évidemment améliorer dans la manière dont on l'utilise, mais il y a peu de pays qui ont 60 millions on va dire, compatriotes qui génèrent au quotidien de la donnée à travers notamment le SNIRA. Mais c'est vrai que... Mais c'est surtout des données de remboursement. Tout l'enjeu, c'est de rassembler les données de remboursement et les données de santé avec les entrepôts à l'hôpital. Est-ce que ça, on avance quand même gaillardement ? Alors je pense qu'il ne faut pas réduire les données de remboursement à des données de remboursement. C'est-à-dire que je pense précisément que les données de remboursement, c'est des proxys de la manière dont une personne agit dans un système de santé. Autrement dit, le fait typiquement de ne pas avoir du tout de données de remboursement quand j'ai 60 ans ou quand j'ai 65 ans, ça veut dire que je n'ai pas accès aux soins. C'est un exemple très simple. Donc je ne suis pas malade. Ah, sauf qu'à 60-65 ans, il faut avoir au moins participé à plusieurs dépistages si on est une femme, si on est un homme aussi. Et donc, il y a des marqueurs. Et donc, tout l'intérêt de l'intelligence artificielle, ça va être bien évidemment de relier ces données de remboursement, relier ensuite des données, on va dire, individuelles. Une des priorités des Français, c'est aujourd'hui la santé environnementale. On peut beaucoup plus croiser les expositions dans nos territoires et les données de remboursement. Et demain, ces données de remboursement, et c'est tout l'objet du Health Data Hub, mais aussi du Green Data for Health qui est travaillé par le ministère de l'Environnement en lien avec le ministère de la Santé, c'est de voir comment on arrive à enrichir la donnée et on est vraiment aux portes de cet enrichissement. Alors, je vous posais la question sur vos stratégies. Alors, il y a la stratégie de votre direction générale, 24-26. La stratégie... Alors, vous savez, ici, souvent, nos amis qui nous écoutent posent cette question. La stratégie nationale de santé, on l'attend toujours. Et quelle est la stratégie en réalité de votre direction ? Est-ce que ça a évolué ? Est-ce que ça va évoluer ? Quelles sont les prérogatives que l'État a et ce qu'il faut faire sur le secteur de la santé ? Alors, sur la stratégie nationale de santé, dire effectivement qu'elle a été largement travaillée, préparée par le Haut Conseil de la santé publique, par de la consultation publique, par le ministère de la Santé, mais force est de constater que les mouvements au sein du ministère des derniers mois, dernières années, n'a pas permis à la stratégie nationale de santé d'être publiée. Après, je rassure celles et ceux qui nous écoutent, cette feuille de route, même si elle n'est pas publique, elle constitue notre guide d'action au quotidien. Sur la stratégie de la Direction générale de la santé, c'est vraiment une stratégie qui a un autre objectif. Les ministères, comme beaucoup d'administrations, font face aujourd'hui à un déficit d'attractivité et comme les grands organismes publics, comme les entreprises privées, on a besoin pour nos collaboratrices et collaborateurs de définir un cadre de travail et surtout de leur repréciser quelles sont nos valeurs. C'est ce sur quoi on a travaillé. On a 3 valeurs fondatrices à la DGS qui sont l'expertise, l'ouverture et les solidarités. Et on a défini un plan stratégique plus comme le ferait une marque pour à la fois compléter notre marque employeur, ce qui permet de recruter des collaborateurs qui ont envie de venir travailler dans les ministères sociaux. Et j'appelle celles et ceux qui ont envie à nous rejoindre à visiter les sites internet des ministères pour nous rejoindre. Et surtout de pouvoir fixer un cap. Alors un cap 2026, vous l'avez dit. Et les 4 grands axes de la Direction générale de la santé, c'est d'abord anticiper, et c'est ce que nous a appris la crise du Covid, il faut qu'on anticipe. C'est vrai sur les crises, c'est vrai sur toutes les politiques publiques. Deuxièmement, il faut qu'on agisse pour la santé de chacun. C'est comment on renforce notre politique de prévention, mais basée sur une approche individuelle. La troisième, c'est comment on agit pour les plus vulnérables, parce qu'il y a un vrai enjeu de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé en France. Et enfin, il y a agir ensemble. Comment on fait que la Direction générale de la santé s'ouvre ici, avec vous, les journalistes, avec les élus, avec les associations de patients. Oui, Pascal a raison d'insister sur ces 2 stratégies, parce que la stratégie nationale de santé, comme on a l'impression qu'elle s'est perdue dans les limbes. On a l'impression que le Haut Conseil pour la santé publique y a travaillé, mais il n'a pas de retour. Et maintenant, on l'a porté de 5 ans à 10 ans. Et quand on la lit, on a l'impression que c'est des déclarations de bonnes intentions. Ce n'est pas très opérationnel. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas, comme le réclament certains parlementaires, qui est certes 10 ans, parce que ce n'est pas la peine de changer de stratégie tous les ans, mais une déclinaison chaque année, un peu avant le vote du budget, avant le PLFSS, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir un peu tout ça pour que cette stratégie soit plus opérationnelle, plus claire, plus partagée ? Alors, celles et ceux qui me connaissent savent que je n'aime pas les stratégies de manière générale. J'aime pas plus les plans de santé publique que les stratégies. Je pense que ça enferme l'action publique. Une stratégie, c'est important à 10 ans pour fixer des objectifs
et pouvoir dire à 5 ans et à 10 ans, est-ce qu'on a atteint ces objectifs? Donc, la stratégie nationale de santé, vous avez des réductions sur l'obésité, sur l'amélioration des maladies cardiovasculaires, sur la réduction de la morbimortalité. Et après, en fait, c'est du quotidien du ministère à travers des feuilles de route de très pratiques. Quand on lance les bilans prévention, quand on fait la feuille de route sur le dépistage des cancers, quand on va sur les 1000 jours, quand on produit un nouveau carnet de santé de l'enfant, ça, c'est du concret, c'est de l'opérationnel, c'est du pratique. Je pense que c'est ce qu'attendent les Français et c'est aussi ce qu'attendent les représentants de la nation. Les stratégies, c'est bien, mais c'est bien plus pour servir de point de repère dans la conduite de l'action publique. Il ne faut surtout pas s'enfermer dedans, parce que plus on s'enferme dedans, plus on prend de la distance vis-à-vis de nos concitoyens. Ça ne sert pas à grand-chose. Je pense qu'il faut ça sert à ce à quoi on veut que ça serve. Et ça, je pense que c'est un point important. Je pense que les Françaises et les Français, si je leur dis j'ai une stratégie, j'ai une feuille de route, j'ai un plan d'action, à la fin, ils nous disent mais quels sont les résultats? Et donc moi, j'ai besoin à un moment ou à un autre de plutôt produire des résultats. Quand on fait des bilans prévention aux âges clés de la vie, c'est concret. Les Français, ils peuvent y aller. Quand on fait le remboursement des fauteuils roulants, comme la semaine dernière, qui étaient les annonces du président de la République, c'est du concret. Mais justement, comme un peu le plan cancer, parce que le plan cancer, je crois qu'il a apporté un grand progrès. Et en plus, c'était régulièrement, il y avait des points. Sur la stratégie nationale de santé, on n'a pas ce sentiment-là. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait un peu structurer, un peu renforcer et la relation entre la stratégie et l'action, justement, comme vous disiez? Précisément, c'est intéressant de prendre l'apprentissage sur le plan cancer. Quelle a été notre stratégie il y a de ça en 2000, j'ai un petit doute sur la date, mais ce n'est pas très grave, 2021 je pense, c'est de passer d'un plan cancer qui était de l'ordre de 5 ans à une stratégie décennale à 10 ans. L'intérêt de fonctionner à 10 ans, en termes de programmation de politique publique, c'est premièrement donner du champ sur le financement. C'est de se dire on va s'engager sur un financement à 10 ans. C'est une bonne chose parce qu'effectivement, le pas de temps à 5 ans est un pas de temps court. Deuxièmement, c'est aussi le temps pour mettre en place des actions, les évaluer, transformer les organisations. Et donc, de plus en plus, quand on fait une stratégie décennale de soins palliatifs, quand on fait une stratégie décennale de lutte contre le cancer, on se dit que fonctionner à 10 ans, c'est éviter précisément de s'enfermer dans des plans qui auraient un pas de temps trop court. Sur la stratégie nationale de santé, je le redis, la stratégie nationale de santé, elle doit nous donner le cadre de l'action publique. Mais vous ne pensez pas qu'il faudrait un point chaque année, un peu avant le budget, voir les résultats, ou tous les 2 ans? Enfin, là, on ne sait pas du tout. On en est, franchement, quand on regarde la stratégie. Enfin, j'exagère un petit peu. Alors, si les parlementaires souhaitent faire un point chaque année au décours du vote du budget, ils ont la possibilité de mener des auditions. Ils auditionnent les ministres, les directeurs d'administration centrale. Pour le coup, je ne me substitue pas à l'appréciation des... Ça serait une bonne chose ou pas? Si les parlementaires et les citoyens pensent que c'est une bonne chose, on peut le mettre en œuvre. Sur l'épidémie Alors oui, sur la pandémie, la précédente émission des contrepoints de la santé était consacrée à la pandémie. Alors... Les experts qu'on avait invités nous ont dit en fait rien n'a changé. Les zoonoses risquent d'apparaître. Il y a un vrai risque de pandémie par rapport à ce qui se passe en Chine, par rapport à ce qui se passe aux États-Unis avec la grippe aviaire. Vous avez d'ailleurs publié un DGS urgent le 6 février pour alerter si quelqu'un a une grippe et a été à proximité d'animaux. Il faut voir si ce n'est pas une grippe aviaire, etc. Donc il y a un vrai risque. Est-ce que la France est prête, tout simplement? Est-ce qu'on a assez de masques? Est-ce que vous avez tiré les enseignements du passé, alors que le budget du ministère de la Santé, dans les lois de finances, là, a été sacrément réduit? Vous avez lu tous les livres là, qui sortent sur la période épidémie, de Agnès Buzyn à Olivier Véran, à nos collègues du Monde, etc. Vous les lisez? Je les lis tous, sauf quand ils sont concomitants d'une décision de justice et qui ne tirent pas les conséquences d'une décision de justice. Autrement dit, j'ai lu le livre d'Olivier Véran, j'ai lu le livre d'Agnès Buzyn, le livre... Mais pas le dernier. Le dernier, il y avait une décision de justice, et donc j'ai considéré que la justice ayant statué sur, effectivement, est-ce qu'il y avait lieu de s'intéresser à l'affaire, j'ai plutôt préféré fermer le livre. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on a assez de masques? Est-ce qu'on a surtout les outils épidémiologiques qui permettent d'anticiper, de suivre et d'avoir une réponse adaptée? Ça serait très présomptueux, voire prétentieux, de répondre à la question est-ce qu'on est prêt, et de vous répondre oui bien sûr, nous sommes prêts, parce qu'il faudrait être un tout petit peu plus long sur nous sommes prêts à quoi. Ce qui est certain, c'est qu'on a tiré beaucoup d'apprentissage de la crise du Covid. Nous avons créé un nouveau centre de crise sanitaire qui est doté de capacités d'anticipation, qui est doté de capacités de définir des moyens de réponse, de la planification. On a beaucoup augmenté notre
niveau de préparation grâce aux Jeux Olympiques cet été qui ont été, il faut le redire aussi, un succès important, que ce soit en termes de surveillance, en termes de moyens de réponse si d'aventure nous avions eu quelque chose de malheureux sur notre territoire. Nous avons aussi amélioré nos outils en matière de surveillance génomique, en termes de surveillance des eaux usées, en termes de modélisation. J'étais il y a de ça quelques jours encore avec l'Institut Pasteur et Simon Cochemès pour essayer de comprendre comment nous pourrions modéliser mieux les épidémies de grippe. Donc on a renforcé énormément de nos capacités d'action. Oui. Pour répondre et pas évincer la question sur le nombre de marques, j'ai tenu une conférence de presse la semaine dernière sur l'influenza aviaire avec la directrice générale de l'alimentation, parce qu'une des clés de la réponse, c'est aussi, l'approche Une Seule Santé, l'interministérialité. Sur le nombre de masques, ce n'est pas un tabou. On a 1,4 milliard masques en stock à Santé publique France. On a 70% de masques chirurgicaux. C'est un stock qui est important, qui traduit aussi un effort financier de la nation dans une logique assurantielle. Après, c'est combien combien ça coûte la valorisation, je ne peux pas donner le chiffre de la valorisation parce qu'il faudrait que je rentre dans le détail de l'achat du masque, le stockage, la destruction du masque. Donc ça serait un petit peu... centre de crise, c'est important. En 2024, vous avez créé un centre de crise sanitaire. C'est quoi? Ça marche comment? Alors, on avait au sein de la Direction générale de la santé un centre opérationnel de crise et une sous-direction assez classique en charge des crises. Les autorités politiques, je pense au président de la République, je pense au Premier ministre de l'époque, nous ont offert la chance de doubler le nombre d'effectifs au sein de la Direction générale de la santé en charge des crises aujourd'hui, ce qui est une vraie marque de confiance, ce qui veut dire qu'on a 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, des analystes qui analysent tous les signaux par définition, qui envoient les signaux à des gestionnaires de crise qui peuvent définir des stratégies. Donc ça, c'est le plateau technique qui échange avec l'ensemble des agences régionales de santé, avec les niveaux, les points focaux des autres pays qui s'occupent par exemple du contact tracing international. Et on a toute une partie préparation, parce que la clé pour faire face à une épidémie qui ne manquera pas de venir à un moment ou à un autre, c'est encore une fois de pouvoir mieux anticiper. On a défini une cartographie des risques. En face de chaque risque, on a mis quels sont les moyens de réponse, des antiviraux, des vaccins, des masques, des antidotes. On a mis des plans de réponse, c'est effectivement tous les plans ORSAN qui sont déclinés au sein des territoires, qui sont le pendant des plans ORSEC côté préfet. Et le dernier point, on a, et je pense que c'est important, investi aussi sur les questions de formation avec l'École des hautes études en santé publique, sur les retours d'expérience. Là, on est en train de terminer le retour d'expérience Jeux Olympiques. On a fait un retour d'expérience à chaud de la saison grippale pour essayer de comprendre les phénomènes. Et en fait, voilà, c'est ce continuum qui est de la préparation à la réponse au retour d'expérience. Est-ce qu'aujourd'hui, le principal risque est la grippe aviaire? Le passage des animaux donc, à l'humain aux États-Unis, on a l'impression que c'est déjà fait. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez, je disais, envoyé un DGS urgent aux professionnels de santé sur la grippe aviaire? Est-ce que c'est un risque à court terme? Faites-nous un point sur Chido aussi à Mayotte et la situation de la grippe. Ouais. La grippe, on va en parler après. Alors, grippe aviaire. Alors, sur l'influenza aviaire hautement pathogène, donc pour tout le monde, l'influenza aviaire quand je suis dans le domaine animal, grippe aviaire quand je passe chez l'homme. C'est un point sur lequel il faut qu'on soit vigilant, c'est-à-dire que je n'ai jamais un risque qui se détache d'autres. Investir sur un seul risque, c'est avoir la certitude qu'on ne sera pas sur le bon risque à la fin. Donc effectivement, on a aussi bien des risques environnementaux dans nos outre-mer. On a aujourd'hui une épidémie de chikungunya à La Réunion, et je salue les équipes qui travaillent sur ce sujet-là. On a de l'europoucher qui est une arbovirose dans la Caraïbe. On gère au quotidien énormément de risques. Sur le risque de grippe aviaire, ce qui est certain, c'est qu'il y a une circulation dans le monde animal aux États-Unis, qu'on a quelques foyers qui se sont allumés ces dernières semaines en Europe, et donc ça justifie qu'on prépare notre système de santé. C'était l'objectif du point presse et des messages opérationnels, c'est effectivement de rappeler quelle est la conduite à tenir si un patient se présente avec un syndrome grippal et qu'il a été en contact avec de la volaille, et aussi de passer... De la volaille uniquement ?
Alors pour le coup sur la grippe aviaire, Oui. dans le DGS urgent, c'est principalement effectivement les canards et la volaille. Après, bien évidemment, on ne s'enferme pas, comme pour la planification tout à l'heure, sur des définitions de cas qui seraient figées. Si les connaissances, elles évoluent, on fera évoluer nos conduites à tenir. Mais pour vous dire que ce week-end, on a été mobilisés plusieurs à traiter des signaux, comme on a passé un DGS urgent, et il y a eu plusieurs cas qui ont été investigués. Ils ont tous été infirmés au fur et à mesure du Alors, week-end. il y a un grand sujet aussi qui vous préoccupe, c'est la grippe. La grippe, cette année, a été très sévère. Il y a 3 virus, paraît-il qu'on peut avoir plusieurs fois la grippe, peut-être pas 3 fois, mais enfin plusieurs fois. Vous allez dire où on en est. Et on s'aperçoit que d'une part, les vaccins, ça marche pas très bien. Le vaccin contre la grippe, 50% d'efficacité, paraît-il. Et quand il y a 3 virus, c'est encore moins. La vaccination, les Français le font pas vraiment, les personnes à risque. Alors, est-ce que là, au niveau de la DGS, au niveau des politiques de santé en termes de prévention, est-ce que c'est pas un peu frileux? Ça date pas de vous, ça date depuis longtemps. La vaccination contre la grippe, on a mal fou à l'implémenter. Qu'est-ce qu'il faudrait faire réellement, concrètement? Parce qu'aujourd'hui, en plus, elle est sévère, elle touche les enfants. On vous écoute. 2 éléments de réponse. D'abord, peut-être dire qu'on a plus vacciné cette année que l'année dernière. Je pense que c'est un point important parce qu'effectivement, ça, c'est des données factuelles. Deuxièmement, qu'on est en cours d'épidémie. Le pic, pour le coup, on pourra dire s'il est passé ou pas passé dans les prochains jours. Il est passé, apparemment. Hein. Il faut au moins 10 jours ou 15 jours en épidémiologie pour être sûr, effectivement, qu'on a bien un coefficient de pente qui est négatif. Premièrement, moi, mon message en tant que directeur général de la santé, c'est de ne pas résumer la prévention à la vaccination. Pour se prémunir de la grippe, alors je vois malheureusement qu'un seul masque dans la pièce, mais il faut porter des masques chirurgicaux, des masques FFP2, aérer les pièces et avoir des mesures universelles d'hygiène ou des gestes barrières. Ça, pour le coup, c'est un des points sur lesquels il faut qu'on arrive à renforcer en période hivernale. Je vais vous donner un élément de ma vie privée. J'ai visité ma grand-mère en EHPAD hier. Il se trouve que dans son EHPAD, le masque est obligatoire. Ce n'est pas le cas dans tous les EHPAD aujourd'hui. Et à l'hôpital Et à l'hôpital, il y a certains établissements qui aujourd'hui ont rendu le masque obligatoire pendant la saison automne-hiver, d'autres qui ne l'ont pas rendu obligatoire. Il y a un vrai travail à mener sur comment on favorise ou on augmente le port du masque. Alors, sur la vaccination, c'est important parce que le port du masque, évidemment, il y a des polémiques. Est-ce qu'il faut le porter tout le temps en période hivernale? Est-ce qu'il faut le porter si on a des symptômes, si on va voir des personnes âgées? Concrètement, quelle est la doctrine? Les messages de la Direction générale de la santé n'ont pas varié. On évolue maintenant avec une stratégie qui s'appelle la stratégie dite IRA+, donc infection respiratoire aiguë d'origine virale, qui est la même dans nombreux pays d'Europe et qui était la même jusqu'à il n'y a pas longtemps aux États-Unis et au Canada. Les messages sur le port du masque, c'est déjà le port du masque au moindre doute. C'est-à-dire, effectivement, j'ai un symptôme, j'ai été en contact avec une personne malade, je vais porter un masque parce qu'effectivement, on est souvent contagieux avant l'apparition des symptômes. Là-dessus, il n'y a pas de difficulté. Le deuxième, et le message de la Direction générale de la santé est constant ces dernières années, c'est dès lors qu'on se retrouve dans un espace clos, mal ventilé, sur lequel effectivement il y a une densité de population importante, le port du masque est recommandé. On n'a jamais fait varier les recommandations autour du port de masque. On devrait tous avoir un masque ici. La question que vous posez, et c'est exactement lié à ça, c'est finalement, premièrement, la perception que chacun a de son propre risque. Et ça, on doit donner les clés aux personnes de savoir effectivement quels sont les risques pour sa santé. Et après, il y a effectivement une forme de solidarité qu'on doit avoir, non pas forcément les uns avec les autres. J'appelle jamais à la solidarité dans cette manière-là, mais la solidarité de manière générale. Ce que moi je constate, c'est effectivement les années où le masque a été largement porté de par le Covid, on a vu une diminution des autres, oui, mais ça marche pas aujourd'hui. Des autres Votre infections. discours n'est pas, il est entendu, mais il n'est pas appliqué. Qu'est-ce qui ferait que ça pourrait changer? Vous voyez, alors il y a des campagnes d'information, certes, mais la prise de conscience, comment on pourrait se faire? Comment vous étudiez cette question? Alors, il y a 2 questions en une. Comment on l'étudie? Santé publique France mène régulièrement des enquêtes de perception. C'est Coviprev qui est une étude qui est régulièrement utilisée pour nous aider à définir la perception des gestes barrières comme la perception de la vaccination. Là où effectivement vous avez pleinement raison, c'est que les Français et les Françaises, que ce soit sur la vaccination, ils considèrent notamment grippe, Covid, que celle-là a plus d'effets indésirables que d'effets bénéfiques, et sur le masque n'adhèrent pas au message des autorités. Ce qui veut donc dire que sur ces 2 points-là, il faut qu'on informe mieux
et qu'on ne se limite pas à de la communication. Je pense que c'est vraiment important de distinguer information et communication. Dans l'information, il faut qu'on puisse, dès le plus jeune âge, améliorer on va dire la culture scientifique ou la culture du risque des plus jeunes générations, et après qu'on ait des messages qui soient le plus clairs possible pour permettre à chacun à la fin d'évaluer son propre risque. Mais encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, et je n'ai pas répondu à votre question sur la vaccination, il y a quelque chose à réinventer dans la manière dont on parle vaccination, dont on parle geste barrière, parce qu'effectivement, l'épidémie de Covid est passée par là. Certains Français sont las de nos messages, d'autres ne croient pas à nos messages. Et donc, en fonction aussi des cibles, il faut qu'on puisse activer quel est le meilleur levier pour agir. Oui, une petite question, Pascal. Comment on explique que le Covid est complètement arrêté quand on regarde les courbes depuis des semaines et des mois? C'est la grippe qui est montée. Est-ce qu'il y a une compétition virale? Comment on explique cette disparition quasiment du Covid? Alors, je ne vais pas répondre à la question, ce qui va me permettre de rappeler que je suis directeur général de la santé, directeur d'administration centrale, et je ne suis pas expert épidémiologiste ou expert infectieux. Il y a des agences. On a la chance d'avoir en France l'Agence nationale de la recherche en santé sur le risque MIE, Santé publique France. Et donc, c'est une question qu'on pose bien évidemment à nos experts. Après, si je compare, j'étais la semaine dernière à l'Organisation mondiale de la santé avec nombre de collègues, on fait face effectivement aux mêmes dynamiques épidémiques pour la grippe et pour le Covid. Pour la grippe, ça veut dire que beaucoup de pays, je crois que la Suisse a expérimenté ce week-end une forte circulation de grippe. Les Anglais, il y a de ça quelques semaines. Et sur le Covid, effectivement, ça reste à des niveaux bas, mais il faut faire attention parce que effectivement, ça peut, à n'importe quel moment, reprendre. Et c'est pour ça que les gestes barrières, ils ne sont pas uniquement au moment de la saison hivernale. Il faut maintenant s'habituer à vivre dans un monde où il faudra faire attention à toutes les infections régulièrement. Merci. On va revenir sur l'information et sur les informations que vous avez avec les autres pays. C'est très important. Vous avez effectivement évoqué l'OMS. Évidemment, nous allons en reparler dans quelques instants. Mais vous avez évoqué les grandes mutations qui nous menacent, ou en tout cas que nous devons vivre. Alors, il y a la transition démographique avec le vieillissement des populations. Il y a également des questions qui touchent à la natalité. D'ailleurs, nous étions, la ministre, Madame Vautrin, a traité de ce sujet vendredi, je crois, notamment quand elle est allée à Tenon sur la baisse de la natalité, qui était un enjeu, celui de l'infertilité et de la santé reproductive. Alors, celle qui inquiète effectivement le plus les Français, c'est l'impact de la mondialisation et du changement climatique. Ça, ce sont vraiment les trois sujets qui interpellent le responsable de la santé que vous êtes. Et dans quel ordre, je dirais? Vieillesse, natalité. Il n'y a pas d'ordre, il nous a dit tout à l'heure. Non, mais je vais faire une réponse à titre personnel. Celle qui, aujourd'hui, à titre personnel, m'interroge le plus, c'est effectivement la transition écologique et le changement climatique. Qui m'interroge le plus parce que quand on se rend à Mayotte, quand on se rend à La Réunion, quand on se rend dans la Caraïbe française, quand on se rend dans le sud de la France, on voit bien, visuellement, qu'en 10 ans, en 15 ans, ou à certains endroits même en 5 ans, le changement climatique a des effets qui sont très visibles. Quand on se rend dans certains pays d'Afrique, à titre professionnel ou à titre personnel, on voit très clairement, effectivement, l'implication. L'implication est là où ça interroge la DGS, la qualité des eaux et le volume des eaux. En fait, quand un été, en 2022, on se dit que des grandes villes comme Nantes pourrait faire face à de la sécheresse, oui, ça doit nous interroger. Mais la prévision est très difficile parce qu'aujourd'hui, on a plutôt trop d'eau que pas assez. Donc c'est incroyable ce changement climatique quand même. Je ne sais pas si on a trop d'eau parce que pour le coup, ce n'est pas totalement les mêmes eaux. C'est-à-dire on a des eaux de surface, celles qui ruissellent, celles qui abîment les maisons, celles qui détruisent les champs de nos agriculteurs, et on a les eaux souterraines. Malheureusement, l'un n'est pas forcément lié à l'autre, et on a encore aujourd'hui sur le territoire métropolitain des zones où on a une forme de sécheresse. Mais là où vous m'interrogez sur finalement ma priorité ou celle qui, pour moi, va être le plus modélisateur dans les prochaines années, c'est certain que la transition écologique ou le réchauffement climatique, ça va jouer sur les maladies infectieuses, arboviroses, sur les sujets de ressources, la ressource en eau, la ressource alimentaire aussi.
Il faut se dire les choses. On ne pourra pas cultiver les mêmes aliments, les mêmes champs. On va ouvrir dans quelques jours le salon de l'agriculture et je sais que nos agriculteurs sont sensibles à comment en fait on arrive à conjuguer souveraineté et en même temps trajectoire écologique. Et après, là où la transition écologique est aussi importante, c'est qu'elle va de fait modifier nos rapports à la consommation au sens large. On traite beaucoup des sujets de pénurie de médicaments à la Direction générale de la santé. On traite beaucoup de relocalisation d'industrie. L'industrie du médicament est plutôt une industrie verte, je le tiens à le dire et remercier tous les industriels qui travaillent sur ces champs-là. Mais demain, reprendre la trajectoire de l'industrie, c'est aussi faire des choix qui peuvent avoir des conséquences environnementales. Et on le verra tout à l'heure sur le sondage, mais l'environnement, aujourd'hui, c'est une préoccupation des Français à niveau de 33%. Ce qui veut donc dire qu'on ne peut pas faire comme si la cause environnementale, le sujet environnemental et la transition écologique n'étaient pas des priorités. Et peut-être là où on a une sensibilité accrue, c'est que quand j'ai fait mes études de médecine ou même quand j'ai commencé dans l'administration, ce sujet-là n'était pas présent. Et là, on a une accélération, c'est une bonne chose, mais il faut pouvoir avancer, pareil, avec de l'action très concrète, mais je pourrais y revenir. Alors oui, et c'est là où on vous pose la question. Merci de nous permettre cette la transition. L'OMS, les États-Unis, menés par le nouveau président Trump, l'Argentine aussi d'ailleurs qui le suit, remettent en cause l'Organisation mondiale de la santé. Alors vous avez fait d'ailleurs une déclaration que l'on a tous beaucoup regardée, qui était de rappeler l'importance de l'OMS pour l'information et pour les mesures de prévention et puis pour la gestion de la santé publique. Comment vous vivez ça? Enfin, expliquez-nous comment on peut se sortir de l'absence du plus grand pays du monde, de cette Organisation mondiale de la santé, ce qu'elle pourrait entraîner. Est-ce qu'il y aura, je parle de l'Argentine, est-ce qu'il y aura d'autres pays qui vont suivre ce mauvais exemple? Alors, j'ai une règle, comme pas faire de prévision sur l'épidémiologie, qui est de ne jamais commenter la diplomatie. Je laisse ça aux experts de la diplomatie. Ce que je peux dire, c'est ce qu'apporte l'Organisation mondiale de la santé dans le quotidien des Français. Même si le mot va être un petit peu compliqué, l'approche normative, c'est-à-dire celle qui va nous aider à définir des normes, des règles internationales, elle est essentielle. Et pourquoi l'Organisation mondiale de la santé est importante sur ce sujet-là? Parce que ça soit en matière de vaccination, en matière de maladies chroniques, en matière de santé publique, l'approche normative de l'OMS, c'est celle qui nous permet de nous assurer que nos politiques publiques sont fondées d'abord sur la science, et pas sur les convictions, la croyance ou autre chose. Et ensuite, sur le meilleur état des connaissances. C'est aussi, effectivement, faire que la donnée scientifique, elle évolue, la connaissance, elle évolue, et qu'on puisse évoluer avec elle. De la même manière, le rôle important de l'Organisation mondiale de la santé, on citait le risque de grippe aviaire dans le monde humain, c'est la surveillance sanitaire internationale. Quand l'OMS se rend en Ouganda pour accompagner la crise d'Ebola, quand l'OMS accompagne la France sur Mayotte pour nous aider à faire face suite à Chido au risque de maladies hydrique, quand l'été dernier, l'OMS invite la communauté internationale à se ressaisir du sujet Mpox, elle est dans son rôle de dire « Attention, il y a des risques, il faut que la communauté internationale s'en saisisse ». Après, effectivement, les pays, dans tous les cas, ils sont à la fin libres ou pas de suivre les préconisations de l'OMS, libres ou pas de partager leurs données avec l'Organisation mondiale de la santé. Ce que je sais quand on se rend à l'OMS, c'est que finalement, la communauté internationale, dans le monde de la santé, elle partage les informations. Oui, parce que c'est ce que nous, on a posé la même question à Jean-François Delfrécy, qui nous a dit non, mais en réalité, les États-Unis, il y a une telle vitalité ou vivacité de la recherche et de la science, finalement, les relations se feront entre chercheurs, mais malgré tout, même si vous ne voulez pas vous prononcer directement sur des questions diplomatiques, c'est quand même un vrai problème, non? L'absence du premier pays. Ce que je sais, c'est qu'on a besoin d'une organisation mondiale de la santé forte dans tous les pays. Mais je crois qu'on n'en saura pas plus aujourd'hui. Si on revient en France, les Français, on va écouter le sondage Viavox, qui est très intéressant parce que les Français sont vraiment apparemment très bien informés. Mais avant de parler des Français, une question sur les professionnels de santé. Dans votre projet stratégique, vous dites on va améliorer la lisibilité, ça veut dire que vous manquez peut-être de lisibilité, et on va essayer d'être plus en relation avec les autres directions du ministère, avec les sociétés civiles et avec les professionnels de santé. Les relations de la DGS avec les professionnels de santé, est-ce que ces relations sont bonnes?
Comment les améliorer? Comment motiver plus les professionnels de santé, que ce soit les médecins, les infirmiers, les pharmaciens, enfin tous les soignants? Quel est le constat et quels sont vos projets pour que vous ayez des relais ou une relation meilleure, plus efficace? Deux axes de travail très différents. Comment on associe mieux les professionnels de santé dans les travaux du quotidien de la Direction générale de la santé? Donc là, c'est peut-être un axe un peu centré sur nos missions à nous. Et le deuxième, comment on associe mieux les professionnels de santé dans l'exercice de leur métier. Sur le premier, je vais vous donner un exemple tout simple, ce qui va me permettre de les saluer. Dans le DGS urgent que vous avez cité tout à l'heure, vous avez un petit encart qui est les messages clés et qui a été travaillé par le Collège de médecine générale avec le Collège de médecine générale pour s'assurer finalement que notre DGS urgent puisse être lisible de manière simple par les confrères qui sur le terrain ont pas totalement tous beaucoup de temps pour lire un document de 4 pages. Donc là, c'est comment on s'assure qu'effectivement nos messages soient le plus lisibles. Quand je fais une campagne d'information et de communication, que ce soit le ministère ou l'ensemble des agences sanitaires dont la direction générale a la tutelle, on s'assure que le message soit testé dans des groupes de professionnels de santé. Et un autre exemple, quand on fait les bilans prévention, que ce soit l'auto-questionnaire ou la manière de construire les guides pour les plans personnalisés de prévention, ils ont été construits dans des groupes quali ou dans des focus group avec des professionnels de santé. Donc ça, c'est le c'est deuxième point. Mais juste sur le DGS urgent, on a l'impression qu'il arrive un peu comme ça au petit bonheur à la chance. Quelle est la stratégie du DGS urgent? C'est un outil très important parce que vous informez directement les professionnels de santé. Puis, donc on en reçoit un, puis on n'en reçoit plus. Et puis là, c'est la grippe aviaire. Quelle est la stratégie des DGS? Est-ce que ça ne devrait pas être plus structuré? Alors, il n'y a pas d'éditorialisation des DGS urgents, oui. Précisément parce que c'est un DGS urgent. Et donc, il est guidé par un impératif qui est celui de l'urgence. Il a une symbolique forte. Vous voyez que depuis que je suis directeur général de la santé, j'ai quand même diminué la fréquence des DGS urgents, précisément pour garder le côté, tiens, on a une information importante qui arrive sur mon téléphone ou sur mon boîte mail. Après, est-ce qu'on doit améliorer la manière dont le DGS urgent peut être perçu, structuré? La réponse est oui, on a des travaux internes. On a reçu aussi plein de propositions post-Covid de confrères, de collègues pour nous dire comment on pouvait être plus percutant. On évite le plus possible maintenant de faire des liens hypertextes. C'est des détails très pratico-pratiques pour ceux qui nous écoutent, mais on travaille vraiment sur la manière dont un message peut être assimilé de manière plus simple. Puis on surveille aussi la manière dont il est pris. Moi, je suis resté sur X. Il y a sur X des grands experts de la lecture de notre DGS urgent et on a aussi des retours. Et là, par exemple, je peux vous dire qu'on a eu un retour des biologistes qui considèrent qu'une partie du DGS urgent pourrait être plus lisible pour les biologistes. On va donc travailler dès ce matin avec les biologistes pour le rendre plus effectif. Et vous vouliez aborder un deuxième point vers les professionnels de santé, je vous ai interrompu. Tout à fait. C'est comment les politiques menées par la Direction générale de la santé sont traduites au quotidien dans l'exercice des professionnels de santé. Parce que la Direction générale de la santé, ce n'est pas une direction qui est isolée. Quand je travaille sur les pénuries de médicaments, on a aujourd'hui des tensions fortes sur la quétiapine, qui est un médicament indiqué dans plusieurs pathologies en santé mentale. Ça veut dire que la recherche d'indication, elle se fait avec les professionnels de santé. Quand je parle prévention, bien évidemment, alcool, tabac, vaccination, on travaille avec les professionnels de santé pour demain leur donner, on va dire, de l'aide un petit peu plus forte pour que les politiques de prévention soient plus simples pour elles. De l'aide, d'un côté, et aussi de la valorisation. Quand on lutte contre les pénuries de médicaments et qu'on va encourager à la dispensation à l'unité des médicaments, qui n'est pas la mesure qui est la plus appréciée des pharmaciens, on travaille avec le réseau de l'assurance maladie, la direction de la sécurité sociale, la direction générale de l'offre de soins, pour s'assurer que ça soit aussi compatible avec le quotidien. Parce qu'il n'y aurait rien de tel ou de pire aujourd'hui qu'avoir des mesures ou des idées pensées, même avec la meilleure volonté du monde, mais qui ne se traduisent pas d'effet. Et donc, c'est vraiment concrètement comment, dans le quotidien d'un professionnel de santé, on arrive à avancer. Il faut aussi avouer que les apports du numérique, que ce soit les dossiers informatisés, les logiciels d'aide à la dispensation, à la prescription, sont des outils sur lesquels on renforce avec les collègues de l'ADMS les mesures. Les Français, alors on va parler des faits. Qu'est-ce que pensent les Français différentes thématiques de santé publique? C'est très intéressant. Oui, et puis Adrien Broche de Via Voice. Un certain nombre d'éléments qui ont été évoqués. D'abord, la perception d'un système de santé qui est sous pression, avec des défis qui sont enchevêtrés les uns aux autres.
les Français placent d'abord l'impact de la mondialisation, effectivement, et du changement climatique sur la santé, à hauteur de 45%, comme le défi d'avenir premier auquel les pouvoirs publics doivent répondre. Donc ça témoigne effectivement d'une prise de conscience de plus en plus prégnante dans l'opinion du lien entre la santé et l'environnement depuis un certain nombre d'années, mais aussi d'une inquiétude sur leur propre vulnérabilité. Dans le même temps, et à hauteur de 30% de l'opinion, donc un petit peu derrière, le vieillissement de la population reste une préoccupation majeure et elle aussi de plus en plus prégnante. Donc derrière ça, évidemment, on a les enjeux de dépendance, de financement des crises de long terme, de pénurie des professionnels de santé et tout ce que peuvent recouvrir les enjeux de dépendance et de vieillissement. Enfin, la transition numérique est aujourd'hui à hauteur de 8%, donc plutôt encore perçue comme un moyen que comme un enjeu en tant que tel, mais c'est pas pour ça que les Français effectivement n'y voient pas derrière un outil de modernisation et d'amélioration du système médical. Deuxième point, une confiance ambivalente dans l'action publique avec à la fois des attentes et des critiques qui sont évoquées. Il y a deux périmètres aujourd'hui d'intervention dans l'opinion qui sont plutôt qui recueillent une bonne perception de confiance. C'est la vaccination à hauteur de plus de la moitié des Français, donc on n'est jamais dans des scores de 90%, mais enfin ça reste sur ces enjeux-là des scores qui sont satisfaisants. La vaccination, donc les politiques de mise en place de la vaccination, et puis la lutte contre le cancer, qui recueille là aussi une majorité de confiance de l'opinion. En revanche, et de l'autre côté, en fin de classement, les pénuries de médicaments, la question de la santé mentale et de la santé environnementale, on en parlait tout à l'heure, c'est d'autant plus important que c'est un enjeu qui monte, et là, les pouvoirs publics restent un petit peu moins associés à une notion de performance sur ces sujets-là. Et c'est justement sur ces enjeux-là, en cohérence, que les Français en appellent à une meilleure prise en charge, à de meilleurs investissements, à la fois la santé mentale, la santé environnementale, et même si la question du cancer recueille des taux de satisfaction, il faut intensifier les efforts, ça reste le premier poste sur lequel les efforts sont attendus. Donc ce scepticisme, il signifie pas tant un rejet, hein, évidemment, mais une demande d'efficacité. Et puis, ça a été dit tout à l'heure, de lisibilité aussi, c'est un enjeu important pour les Français, de lisibilité, de résultats qui soient tangibles et concrets. D'autant que cette demande de protection accrue, elle est encore largement portée par une mémoire des crises qui est très, très vive dans l'opinion en France. 44% veulent améliorer la santé de chacun, 30% veulent insister sur la nécessité d'anticipation des crises qui sont justement toujours au cœur de la mémoire nationale, puisque aujourd'hui, c'est 8 Français sur 10, 79% aujourd'hui de l'opinion, qui jugent probable l'émergence d'une nouvelle pandémie dans les années à venir. Et puis peut-être un dernier élément, une peur que le système de santé ne puisse pas subvenir et faire face à ces enjeux-là, puisque 54% des Français aujourd'hui estiment que la France et l'Europe n'ont pas su apprendre de la crise. Donc autrement dit, ce n'est pas tellement une question de capacité d'émergence d'une nouvelle crise, ça les Français en sont à peu près persuadés, mais davantage d'inquiétude sur la manière dont on pourra y faire face. Voilà un commentaire Grégory Emery, en rajoutant peut-être, je vois votre fiche santé mentale, mais également les pénuries de médicaments, ça vous l'avez évoqué. Je voudrais également ce que Adrien n'a pas cité, parce que les Français peut-être ne s'y intéressent pas assez, la politique vis-à-vis des drogues. Hein, notamment, d'ailleurs, vous savez évidemment que M. Retailleau a fait passer une campagne d'information, et ma question était, est-ce qu'il a impliqué la Direction générale de la santé, enfin les hommes et les femmes de la santé, en faisant cette campagne contre les drogues. Vous avez vu qu'il y avait une polémique aussi ce week-end qui est peut-être sur les recherches en cancérologie aux enfants. Pascal aime bien poser une quinzaine de questions d'un coup pour vous donner la possibilité. Je choisirai les réponses que je fournirai. Et une dernière qui a fait encore polémique pour montrer que vous êtes sous pression, c'est les cancers chez les jeunes. Il y a eu une conférence de presse à laquelle j'ai participé et qui était effectivement à Gustave Roussy qui rappelait l'importance de nouveaux cancers. Enfin, est-ce que c'est tous ces sujets rapidement traités, rapidement cités? D'abord, sur le degré d'information des Français, c'est assez frappant quand même. D'abord, on ne se trompe jamais quand on pose la question aux Français. Je pense que c'est un point important et la manière dont je lis le sondage, mais encore une fois, je remercie Via Voice, je l'ai partagé avec mon comité de direction, je le partagerai avec mes autorités politiques sur la perception, parce qu'on est effectivement sur une enquête de perception. On voit quand même que là où les Français nous donne le plus de points ou considère que la puissance publique répond à sa mission, c'est effectivement
les sujets qui ont été, on va dire, sur lesquels il y a eu un engagement. Cancer, vaccination. Est-ce que pour autant, et ce qui est aussi intéressant sur la vaccination, est-ce que pour autant les Français massivement vont jusqu'à la vaccination? Donc c'est tout à l'heure pour répondre à la question sur les perceptions. Je pense que c'est précisément ça qu'il faut creuser. Ce que je trouve intéressant dans le sondage Via Voice, c'est que finalement les Françaises et les Français, par exemple sur les crises, ils ont une conscience, genre, ils ne se trompent pas. Vraiment, c'est-à-dire effectivement, est-ce qu'il y aura une future épidémie? Je crois que c'est 79% dans oui, ça s'est bien passé, le message est clair. Dans le sondage, ça veut dire effectivement qu'il faut s'y préparer. Donc, ce que ça doit nous inviter à faire, c'est à renforcer nos messages, typiquement sur la santé mentale ou la santé environnement. C'est aussi pour la raison pour laquelle j'ai cité à plusieurs reprises cette thématique. On fait beaucoup de choses. Il faut rendre les choses plus visibles, plus concrètes. Et sur la santé mentale, qui est effectivement la grande cause de l'année 2025, il va falloir que ça se matérialise par des actions. Alors, je pense dans le champ de l'éducation nationale au développement des compétences psychosociales. Je pense, c'était la journée mondiale de lutte contre le suicide et le recours au 3114 pour pouvoir avoir une ligne d'écoute. Je pense aussi à la formation en secourisme en santé mentale sur lesquelles tous les employeurs peuvent s'engager. Sur fond d'absence de psychiatre. C'est autre chose. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas opposer la santé mentale, ce qu'effectivement les Québécois ou les Canadiens appellent la santé mentale positive, c'est la conscience de mon environnement, la conscience de ma propre situation et la prise en charge. Après, il y a bien évidemment le monde de la psychiatrie, il y a bien évidemment le recours à des psychologues, mais ce qui est important, c'est qu'il y a un continuum. Le repérage des troubles, si par exemple on parle de l'enfance ou des adolescences, elle ne se fera pas directement par un psychiatre. La prise en charge se fera par un psychiatre. Donc on ne peut pas résumer la question de la santé mentale à la question de la psychiatrie. D'ailleurs, la grande cause est la santé mentale. Et je pense que c'est important d'avoir ce continuum parce qu'on est tous potentiellement exposés à un moment dans notre vie à un passage où on va être moins en forme ou psychologiquement moins bon. Je vous relance à nouveau, mais enfin c'est la règle du jeu. Malgré tout, sur une absence, un manque de médecins. Alors, j'ai parlé des psychiatres, mais enfin, si on parlait en vous attendant avec le professeur Israël Nizan, qui est avec nous, manque de gynécologues et d'obstétriciens également. Enfin, c'est toujours le même problème, c'est-à-dire qu'on voudrait bien faire, mais il manque des bras et des cerveaux. On est lundi matin, je suis forcément optimiste et positif. Déjà, c'est ma nature. Et encore plus à lundi matin avec la morosité. C'est votre poste, c'est votre fonction. Mais si je crois profondément à la prévention, si je crois profondément à l'information des Françaises et des Français, si je crois aussi à la transformation des organisations liées au numérique, c'est de se dire que, bien évidemment, que le nombre de professionnels de santé, il ne sera jamais aussi élevé que les besoins de la santé de la population. Mais est-ce que c'est vrai qu'en France, encore une fois, j'étais la semaine dernière à l'Organisation mondiale de la santé, il n'y a pas un pays qui aujourd'hui dit je ne demande pas que professionnels de santé. Je ne connais pas. Si une personne dans la salle peut me dire... Les Américains vous ont dit ça? Mais les Américains, ils vivent au quotidien dans un système qui est profondément marqué par des inégalités sociales et territoriales de santé. Aujourd'hui, si vous allez dans un service d'urgence d'un établissement privé aux États-Unis, vous allez payer, je le sais très bien, 1 500 € le passage aux urgences. Je ne pense pas que c'est le modèle que les Français souhaitent. Et deuxièmement, si vous allez dans un système public, il y a de fortes chances que pour plein de prises en charge, vous ne soyez pas pris en charge et vous soyez renvoyé. Donc, et donc les Américains, quand on interroge les Américains, bien évidemment, ils disent qu'ils sont confrontés au même problème que nous aujourd'hui. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la réponse, bien évidemment, il faut former plus de professionnels de santé. C'est ce que le ministre Yannick Neuder dit depuis ses premiers jours au ministère de la Santé. Et veut rapatrier les médecins formés à l'étranger en France. Et ça se traduit dans des actes. Et à côté de ça, il faut aussi accélérer la question de la prévention, parce qu'on a en France beaucoup trop pensé que la prévention allait avoir des effets à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, alors que la prévention peut avoir des effets très rapides. Non, justement sur la prévention, parce qu'on sait que la prévention, qui est très importante et où la France ne performe pas extraordinairement, 20% tient au système de santé, au système de soins. Alors tout le reste, c'est l'habitat, c'est la mobilité, c'est les inégalités sociales, etc. Comment la DGS prend à bras-le-corps cette problématique pour toucher les 80%
important, où les collectivités territoriales ont un rôle clé, et on n'y arrive pas aujourd'hui. Alors, là, on fait des consultations aux âges clés de la vie, bon, mais c'est assez petit comme efficacité, paraît-il. Comment complètement investir ce domaine de la prévention sur toutes les tendances qui sont en dehors du système de soins? Dans vos propos, je ne vais pas corriger, mais il y a beaucoup de désinformation. Et ce qui est dommage dans la bouche d'un journaliste, c'est de vectoriser cette désinformation. Mais là, il y a vraiment beaucoup de désinformation. La France ne performe pas. Moi, je ne sais pas. Hein. Genre, je regarde les chiffres. Moi, je suis un homme de science. Je regarde les chiffres. Hein. Je ne suis pas là pour faire du sensationnel. Quand j'augmente, pour le coup, mon espérance de vie sans incapacité, c'est les chiffres de l'adresse, j'augmente mon espérance de vie sans incapacité. L'espérance de vie sans incapacité, elle est à 65 ans, alors qu'en Suède, elle est à 75 ans. Non, c'est encore une fois, c'est du journalisme sensationnel. Est-ce que non, mais c'est pas une. Je préfère le dire parce qu'on est dans une société et je pense que c'est aujourd'hui une forme de mal français qui serait de dire que nous sommes les plus mauvais en tout et que nous n'avons pas les moyens de réussir. C'est les propos de Franck Chauvin, qui est l'ancien président du Haut Conseil que de nous santé n'avons pas publique. les moyens de réussir. Je ne suis pas sûr que Franck Chauvin dit totalement ça. Je pense que Franck Chauvin, il dit autre chose. Vous avez caricaturé gentiment les bilans prévention. Pas tant que ça. Vous avez beaucoup caricaturé les bilans prévention. Les bilans prévention, c'est quoi aussi? C'est changer la culture de la prévention. Et c'est précisément ce à quoi nous invite Franck Chauvin dans son rapport qui était sur refonder la santé publique. Ensuite, aujourd'hui, on a des formidables réussites. Genre quand on a un anticorps monoclonal qui fait que d'une année sur l'autre, on fait disparaître la bronchiolite du quotidien de plein de parents, c'est de la prévention avec un ROI très rapide. Est-ce que vous êtes d'accord que 80%, à peu près, 80% des actions de prévention sont en dehors du système de soins? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point-là? C'est ce qu'on appelle au niveau international la santé dans toutes les politiques. Donc c'est pour ça qu'effectivement, typiquement, on encourage les mobilités, on encourage l'urbanisme favorable pour la santé. Genre, je vous invite j'ai signé une charte avec l'association des élus des Îles-de-France sur comment en fait la ville peut favoriser la bonne santé mentale par effectivement le verdissement de certains espaces, par tout simplement aussi encourager les rencontres intergénérationnelles. Bien évidemment que la prévention, elle ne peut pas se résumer à une prévention clinique. Ce que je bois, ce que je mange. Comment accélérer, quoi, je veux dire. Et c'est, je pense, un point important, la culture de la prévention. Quand on signe des chartes avec le ministère de la Culture, précisément pour améliorer la culture de la prévention, je vais vous donner un autre exemple sur la lutte contre le tabac. Sur la lutte contre le tabac, si on avait pris cette rencontre il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans ou 25 ans, sans doute que dans la salle, plusieurs personnes auraient allumé une cigarette ou auraient... Bon, on a considéré... il y a de fortes chances que ça aurait été le cas ou sur un long voyage en avion, une cigarette. Ce qui montre bien que sur la lutte contre le tabac, on a réussi à convaincre, et c'est heureux, par de la dénormalisation, le fait que c'était dangereux ou mauvais pour la santé. Sur la prévention, il y a des réflexes simples. Là, ici, on est arrivé par un escalier, sans doute même pour un étage, certains ont pris un ascenseur. Sur l'alimentation diversifiée, équilibrée, il y a eu la semaine dernière des questions autour de l'aspartame. En fait, tous ces sujets-là interagissent avec notre santé. Et c'est pour ça que la question de la santé environnementale est très présente, parce que les mobilités, ce que je bois, ce que je mange, la manière dont je dors, la manière dont j'interagis avec mon environnement est quelque chose d'important. La question, c'est, je la repose, c'est comment accélérer, parce que c'est ça la question importante. Est-ce qu'il y a un moyen d'accélérer sur cette logique de prévention en dehors du système de soins? Villes font... Question du journaliste de Paris Match. Non, mais alors je peux donner des exemples très précis. Quand effectivement des villes font des plans sur le vélo ou sur les mobilités actives, très concrètement, c'est de la prévention. Quand des villes comme Marseille, comme Paris, travaillent à la question des îlots de fraîcheur ou de l'urbanisme favorable pour la santé, c'est-à-dire je vais refaire une place, je vais rechoisir de mettre des arbres et de verdir, c'est aussi préparer notre monde au réchauffement climatique. Tout ça, ça joue concrètement sur la prévention. Monsieur le directeur général de la santé, sur les drogues quand même, culpabilisation ou sensibilisation? Est-ce que vous êtes pour la légalisation? Je fais référence effectivement, je le répète, à la campagne qu'a lancée le ministre de l'Intérieur, M. Retailleau. Vous êtes complètement contre la légalisation du cannabis, d'étudier tout du moins. Il y a deux questions en une là. Oui. D'abord la mienne. Je choisis laquelle? La mienne. Les deux.
Côté Direction générale de la santé, dans tous les cas, je n'oppose pas le travail du ministère de la Santé et le travail du ministère de l'Intérieur. Ça serait à la fois simpliste et caricatural que d'opposer ces deux ministères. Je pense qu'on est tous confrontés dans notre vie quotidienne ou dans nos proches à de la question aujourd'hui de la consommation de stupéfiants. Et donc, forcément, la réponse, elle est multiple. Et vous parliez tout à l'heure de stratégie. Il y a une stratégie qui a été mise en œuvre par la MILDECA, qui est la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, qui est notre feuille de route. Dans cette stratégie-là, il y avait effectivement des campagnes d'information sur les stupéfiants. C'est précisément ce qu'a fait le ministère de l'Intérieur sur la campagne qui a été diffusée la semaine dernière. Après, encore une fois, ça ne peut pas être la seule réponse. La réduction des risques, c'est une manière de répondre à la lutte contre les addictions. Elle doit être encouragée, favorisée. Et forcément, chaque ministère est dans son rôle. Oui, c'est ça. La question était de savoir, est-ce qu'il a demandé votre accord ou votre sentiment, le ministre de l'Intérieur, quand il parle de drogue? Est-ce qu'il vous a demandé? Alors, vous lui avez donné? Je crois que la semaine dernière, au décours de la présentation de cette campagne-là, c'était le docteur Nicolas Pris, qui est le président de la MILDECA, qui a présenté les éléments de la campagne. La MILDECA est la synthèse de tous les, on va dire, secteurs ministériels. Je change de sujet. Pascal, on arrive au terme, on va passer la parole à Renaud Degas. Je change de sujet quand même sur le cancer des jeunes, pas le cancer pédiatrique, les cancers des jeunes. Je vous ai parlé de la conférence presse. Ça a fait beaucoup d'agitation. Je dois dire que moi-même, j'ai participé à quelques posts sur les réseaux sociaux. Ça a été incroyablement vu parce que, en fait, c'est vraiment très angoissant. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Je résume, plus de cancers du poumon chez les jeunes, cancer du pancréas chez des hommes ou femmes de 40 ans, 30 ans, enfin ce que l'on ne voyait pas à l'époque. Alors, la semaine dernière, sur ces papiers-là, on a lu beaucoup de vraies informations et d'informations qui n'étaient pas totalement reliées aux éléments scientifiques. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, oui, le cancer des jeunes fait peur. Là, je pense là, pareil, on a tous expérimenté ça malheureusement dans notre entourage, et donc c'est normal d'avoir peur demain d'avoir le cancer. Après, il faut encore une fois informer, dépister plus. Il y a une vraie stratégie de dépistage, et après il faut dans tous les cas améliorer les connaissances. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si certains cancers voient leur incidence et leur prévalence augmenter, il faut essayer de comprendre pourquoi ils augmentent et réduire le plus possible les risques. Ce qui est certain, c'est que l'alimentation, c'est un point important, l'alimentation multi-transformée, les additifs, sans que je fasse le lien immédiat entre l'alimentation multitransformée et l'augmentation des risques de cancer, c'est typiquement un point sur lequel on peut améliorer en matière de prévention. Vous me parliez dans quel secteur on peut améliorer. Sur une prévention diversifiée. Au lieu de boire un soda light avec des glaçons, je peux aussi prendre un verre d'eau. Une petite question avant de passer la parole à Renaud Degas. Est-ce que vous avez des nouvelles de la Conférence nationale de santé? Alors j'en ai tous les jours dans la mesure où ils sont à 5 mètres de mon bureau. Oui. Je les vois. C'est un outil que vous utilisez. Je les vois au quotidien. On a perdu un peu de vue. Mais ça, c'est parce que vous ne suivez pas suffisamment sur les réseaux sociaux. Il y a 15 jours de ça, ils m'ont remis une feuille, un rapport sur la santé orale, parce qu'en 2025, on aura un fort engagement sur la santé bucco-dentaire avec l'assurance maladie, avec l'Organisation mondiale de la santé. Et c'est cette conférence nationale de santé, ce parlement de la démographie en santé qui nous a permis de disposer d'un rapport. Donc on échange régulièrement. Vous parliez tout à l'heure de la préparation des crises. Je me suis rendu à plusieurs reprises devant plusieurs instances de la Conférence nationale de santé pour échanger très concrètement avec eux sur les questions de stock stratégique, sur les questions de préparation. Le contrepoint de Renaud Degas. Contrepoint de Renaud Degas. Bonjour, je vous ai écouté avec grande attention pendant toute cette heure, et il me semble qu'il y a un point qui est récurrent, et on l'a encore récemment perçu dans les échanges que vous avez eus, c'est l'importance de l'information, de sa perception et peut-être de sa pénétration à la fois chez les professionnels de santé et dans la population. Deux questions qui tournent autour de ça. Est-ce que vous avez fait le bilan post-Covid des résistances au message public? C'est-à-dire, on a bien vu, ça a cristallisé, il y avait l'histoire bien sûr des anti-vax, mais il n'y avait pas que ça. Ça a peut-être aussi réactivé quelques méfiances, même si dans le sondage, on voit que globalement, c'est revenu à un niveau assez acceptable.
Mais est-ce que ce travail-là, vous l'avez fait, d'autant plus qu'en vous entendant, on voit bien que prévention, message de santé publique, vous qui êtes médecin de santé publique, c'est un aspect très important, éducation à la santé. Est-ce que sur ce point-là, comment vous travaillez le sujet et quels sont un petit peu les champs d'action qui sont devant vous ? Merci beaucoup. Il est travaillé souvent, sujet par sujet, parce que en fait, chaque campagne d'information ou chaque information renvoie, alors si on fait un petit peu de sociologie ou de la science sociale, à des mécanismes différents. Je vais vous donner un exemple très concret. Quand on relance l'année dernière, action concrète de prévention qui va dans un autre secteur que celui de la santé, qui est la campagne de vaccination contre HPV dans les collèges. On a beaucoup travaillé avec l'Institut national du cancer à la déconstruction des représentations associées à la vaccination HPV. Pour dire les choses très clairement, je ne vais pas faire vacciner ma fille ou mon fils de 11 ans parce qu'HPV, ça veut dire que mon fils ou ma fille de 11 ans ont des rapports sexuels. Donc on a beaucoup travaillé la déconstruction de la représentation et donc on a orienté notre campagne d'information, je dis bien d'information précisément sur la déconstruction de ce risque. Et donc on a parlé effectivement d'éradication du cancer parce que la réalité c'est qu'à la fin on éradique le cancer. Donc on le travaille souvent plutôt sujet par sujet parce que ça ne... typiquement si je suis sur un sujet crise, bien évidemment mon registre que je vais plus explorer, c'est le registre de la crainte, de la peur, et donc un enjeu plutôt de réassurer. Là où sur d'autres campagnes, au contraire, je vais viser un registre plutôt qui est celui de l'électrochoc et de la prise de conscience. Et donc c'est détaillé vraiment campagne par campagne. Après, c'est certain qu'on est dans un monde où on n'a jamais eu autant d'informations. Ça, faut être très clairement dire. Et des fausses informations. Véhiculées par des journalistes qui. Tout à fait. Non, je respecte tous les journalistes. Heureusement. Mais le point important, c'est la légitimité derrière. C'est-à-dire qu'il faut le plus possible qu'en fonction des sujets, nous allions chercher un représentant de patient, un professionnel de santé et que ça ne soit pas simplement la parole des autorités sanitaires ou de la puissance publique, parce que la réalité, c'est qu'une partie des Françaises et des Français, aujourd'hui, croient moins en la parole des autorités sanitaires. Par contre, elles croient vraiment dans la parole des médecins, des infirmiers, des sages-femmes, des pharmaciens, des patients. Et donc, il faut qu'on arrive à diversifier nos porteurs nos porte-parole aujourd'hui. Pascal, conclusion. Eh bien, on est arrivé au terme. On est arrivé au terme. Merci aux équipes Françoise Millet, Nathalie Rattel, Emmanuel T, à la veille des acteurs de la santé, à Ortus et à LDC Santé. Merci à nos partenaires, le groupe Pasteur Mutualité qui nous recevait, Point Vision, Care et Via Voice. Vous savez, j'ai l'impression que l'on a, je me réfère un peu, ça fait chic à Michel Foucault, mais qui est cité par Didier Fassin dans la Somme sur la santé publique qu'il a écrit avec d'autres experts. Nous avons parlé, il s'agit bien de cela, nous avons parlé ensemble du gouvernement des vies avec vous, Grégory Emery, et merci d'être venu nous en parler. Et Pascal, est-ce que tu sais qui a dit « J'ai décidé d'être heureux car c'est bon pour la santé » Foucault, bien sûr. Merci. Voltaire. Vous vouliez conclure, non, William? Non, merci. Merci beaucoup. Merci.